Imaginez un triangle amoureux sur une petite île paradisiaque au sud de Melbourne, en Australie. Deux femmes qui veulent l'attention exclusive d'un même homme, un riche propriétaire fermier. L'épouse et la jeune maîtresse de 23 ans. L'une va disparaître pour toujours. L'autre sera retrouvée poignardée à mort et mutilée, la lettre A creusée dans son torse avec la lame d'un couteau. A pour adultère, infidèle, concluront les enquêteurs, pour qui la culpabilité de l'épouse est évidente. Pourtant, il y a des choses qui ne collent pas, dans la chronologie, dans l'attitude du mari, dans la découverte du corps par ses frères, dans les éléments retrouvés dans le véhicule de l'épouse, dans un appel passé après la disparition. Et ce sont tous ces éléments incertains qui laissent planer le doute sur les événements de la nuit du 22 au 23 septembre 1986. Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, je vous emmène en Australie. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter de là-bas pour plonger dans une aventure extra-conjugale des plus banales qui va se terminer de la façon la plus sanglante et, il faut l'avouer, assez mystérieuse. Pourquoi, dans la majorité des cas, arrivons-nous à gérer nos émotions même quand elles semblent nous emporter et pourquoi certaines personnes ou certaines personnes, dans des cas bien précis, n'y parviennent pas? Pourquoi le désespoir se transforme en violence? Est-ce qu'on l'a tous au fond de nous, cette violence, tapie dans l'ombre, prête à bondir? Pourquoi avons-nous du mal à croire qu'une femme puisse faire preuve d'une telle monstruosité? Nous allons prendre le temps de tout décortiquer, de la scène de crime au drame relationnel qui se sont joués pendant près de 2 ans. Plongeons ensemble dans l'affaire qui hante encore aujourd'hui la petite communauté de Phillip Island. Nous sommes sur la petite île Phillip, connue pour deux choses, ses 46 km de plage surmontée de falaises et l'accueil qu'elle réserve presque religieusement à la plus grande colonie de manchots pygmées du monde. Tous les soirs, au coucher du soleil, des centaines de petits manchots de 33 cm quittent la mer pour traverser la plage Summerland à l'ouest de l'île et rejoindre leurs abris en amont des falaises. La majorité des 4000 habitants de l'île travaillent dans l'agriculture et dans le tourisme. Beaucoup sont employés à gérer ce qu'ils appellent la Penguin Parade, la parade des pingouins, qui a lieu 365 jours sur 365 et attire plus de 500 000 visiteurs par an. Le taux de criminalité sur l'île est bas. Les policiers doivent surtout gérer quelques cambriolages de logements occupés par les touristes et des suicides dans les Noobies, ces falaises qui ne pardonnent pas, car ce qui vous attend en bas, c'est à la fois la chute, les ballonnements contre les roches ciselées, la noyade, et si ça ne suffit pas, les nombreux requins qui n'attendent que ça, de pouvoir mettre fin à vos jours. Nous sommes le mardi 23 septembre 1986. Le policier H revient de vacances, c'est son premier jour, sa rentrée, il doit rattraper de la paperasse. Alors comment dire, c'est pas son jour préféré de l'année, mais il faut bien s'y remettre. Vers 9h05, deux hommes poussent la porte du commissariat. H les connaît, ils sont bien placés, comme on dit, ils gèrent l'une des plus grandes fermes de l'île. Il s'agit de Donald Cameron et son beau-frère, l'époux de sa sœur, Ian Cairns. Comment puis-je vous aider leur demande Ash. Donald Cameron, pourtant connu pour ne pas mâcher ses mots et être direct quand il siège comme conseiller municipal, murmure il y a eu une dispute. Puis il commence à raconter l'histoire de sa famille en disant que son frère Fergus a une liaison avec une jeune femme travaillant sur la ferme, Beth Barnard. Mais Donald prend tellement de détours que le policier doit l'interrompre, un peu agacé. Donald, qu'est-ce que tu essaies de me dire exactement? En se penchant sur le comptoir, Donald marmonne c'est Beth, je crois qu'elle n'est pas bien. Et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que Beth Barnard, 23 ans, est morte. Donald précise on vient de chez elle, elle était allongée sur le sol avec du sang partout.
L'homme a mis un temps fou à en arriver à cette confidence, plus de 5 minutes à tourner autour du pot. H appelle immédiatement une station de police voisine pour du renfort spécialisé en enquête pour homicide et demande à ce qu'on le rejoigne sur la scène de crime. 10 minutes plus tard, la voiture de Donald et Ian quitte la longue route sans issue de McPhee's Road pour emprunter une allée en terre qui mène à la maison secondaire des parents de Beth Barnard, où la jeune fille de 23 ans vit seule depuis qu'elle a quitté Melbourne et s'est installée sur l'île il y a 2 ans. Derrière celle des deux hommes, la voiture d'Ash les suit de près. En attendant l'arrivée de l'enquêteur spécialisé, le policier décide quand même d'aller jeter un œil. Donald et Ian n'ont pas verbalisé le fait qu'elle était morte. Donald a dit « elle n'est pas bien ». Ash veut vérifier qu'elle n'est pas encore en train de se vider de son sang, alors tant pis, il va aller une première fois seul sur la scène de crime. À l'arrière de la maison, la porte en bois recouverte d'une moustiquaire est légèrement ouverte de quelques centimètres. C'est comme ça que Donald et Ian l'ont trouvée. Ash monte 3 petites marches qui le mènent directement à une chambre, celle de Beth. Et là, il découvre l'horreur. La jeune femme est allongée au sol, sa tête légèrement tournée vers lui, tournée vers la porte, et ses yeux bleus encore entr'ouverts fixent le plafond. Un édredon lui recouvre tout le corps, jusqu'à son nez. Il y a une mare de sang coagulée sur le sol. Elle est bien morte. Le policier pince du bout des doigts un coin de l'édredon et le tire doucement vers le bas. La gorge de Beth a été tranchée jusqu'à l'os et sa lèvre supérieure coupée verticalement avec tant de brutalité que l'incisive supérieure gauche a sauté. Ash remonte l'édredon jusqu'au nez de la pauvre victime et sort de la maison, réalisant une fois dehors qu'il avait presque oublié de respirer. 3 enquêteurs ne tardent pas à le rejoindre pour explorer la scène de crime, tout photographier, puis collecter et consigner. Dans la chambre, 2 lits simples, dont l'un est recouvert de larges taches de sang. Du bazar, des vêtements et des chaussures un peu partout, un chapeau avec un ruban bleu et blanc. Du parfum, des cosmétiques et des photos de famille, Beth avec sa sœur et leurs parents. Sur une commode, un flacon de sirop pour la toux, des comprimés contre le rhume et un verre d'eau encore plein. Une photo encadrée de Beth, grande, belle, souriante, attirante, posant entre 2 bébés pingouins, est installée debout au sol sur le côté de l'un des lits. Un couteau de cuisine domestique, du genre dont on se sert pour manger, maculé de sang, a été abandonné à côté du corps. Dans la salle de bain, le tueur s'est lavé les mains. Il y a des traces de sang autour du robinet, quelques gouttes au sol et une serviette qui en est imbibée. Près de la coiffeuse, un cendrier avec un mégot de cigarette fumé jusqu'au nom de la marque, Peter Stuyvesant. D'autres cigarettes consumées sont retrouvées dans un autre cendrier près du téléphone de la cuisine, de la marque Claridge cette fois. Beth ne fumait pas. À l'arrière de la maison, l'un des enquêteurs déclare « La personne qui a fait ça n'en est pas sortie indemne », en faisant référence aux traces de sang menant de la chambre à la porte arrière, puis sur le petit chemin à l'extérieur de la maison. On peut en effet suivre le meurtrier à la trace. Dans l'allée en terre, les traces de pneus, s'il y en avait, ont été effacées en grande partie par les véhicules de Donald, Ian, Ash et les 3 enquêteurs venus en renfort. D'autres policiers, des techniciens, arrivent à leur tour sur la scène de crime. Ils prennent des photos et relèvent les empreintes. Donald Cameron, qui est toujours sur place avec son beau-frère Ian, raconte ce qu'il sait aux enquêteurs. La veille au soir, le 22 septembre, il y a eu une dispute violente entre Fergus et sa femme Vivienne quand Fergus lui a avoué avoir une liaison avec leur ouvrière agricole Elizabeth Beth Barnard. Vivienne a brisé un verre de vin sur la tête de son mari, le blessant à l'oreille, puis le frappant dans le dos avec ce qui restait du verre. Le couple s'est ensuite rendu à l'hôpital pour que Fergus soit soigné. Les blessures ont nécessité des points de suture. Vivienne a ensuite déposé Fergus chez leur sœur Marnie, donc la sœur de Fergus et de Donald, qui est mariée à Ian. Fergus a passé la nuit chez Ian et Marnie. Donald ajoute que dans la nuit, Vivienne s'est arrangée pour que quelqu'un vienne s'occuper des 2 petits garçons du couple afin qu'elle puisse aller voir Beth. Peut-être que c'est elle qui l'a tuée, ajoute Donald. En tout cas, depuis, Vivienne est introuvable et le Land Cruiser de la marque Toyota que les 3 couples et Beth utilisent à la ferme aussi.
Pour les enquêteurs, ça paraît assez évident. Il faut retrouver Vivienne Cameron. La matinée n'est pas terminée, qu'ils ont déjà leur principal suspect. Les enquêteurs gardent pourtant le nom de Fergus en tête. Après tout, cet homme marié avait une liaison et sa maîtresse vient d'être retrouvée assassinée chez elle. Ash a prévenu les enquêteurs de la criminelle des terribles blessures infligées à la bouche et à la gorge de la jeune femme. Mais quand ils vont descendre une nouvelle fois l'édredon, plus bas cette fois, ils vont découvrir une marque faite au couteau dans le torse et l'abdomen de Beth. On a coupé toutes les couches de la peau jusqu'au tissu adipeux pour dessiner en grand la lettre A. Les enquêteurs et la communauté de Phillip Island sont encore aujourd'hui convaincus qu'il s'agit d'une référence à un roman très connu de la littérature anglo-saxonne, La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Ce roman raconte l'histoire d'une jeune femme d'un milieu puritain près de Boston appelée Esther, dont le mari a été enlevé par des autochtones et considéré depuis comme mort. L'héroïne du roman a eu une aventure avec un homme de sa communauté, pas n'importe lequel, le pasteur, et elle est tombée enceinte. Mais son mari va finalement revenir bien vivant et chercher à se venger. Esther sera condamnée à porter un A rouge brodé pour adulteress, infidèle, sur sa poitrine. Cette hypothèse est plus que probable. Au début, il y a eu la rumeur qu'il s'agissait d'un V plutôt que d'un A quand les premiers articles de presse sont sortis, V faisant référence à Vivienne, comme si elle avait signé son crime. Mais d'après l'autopsie, la barre du A est bien présente. D'ailleurs, il est temps de vous raconter l'autopsie. J'ai hésité parce que ça peut être traumatisant, mais ça en dit tellement sur le meurtre que j'aurais trouvé ça dommage de ne pas vous en parler. Le mercredi 24 septembre, 2 jours après le meurtre, à 15 heures, l'assistant du docteur Anderson tire la poignée du tiroir dans lequel se trouve le corps de Beth et installe le long plateau en métal sur lequel elle repose sur un chariot. Il déplace ensuite le chariot et transfère le corps sur la table d'autopsie. Le médecin légiste, 3 enquêteurs et un photographe de la police judiciaire entourent la table. Ça sent le désinfectant à plein nez et le fait de voir le corps de la jeune femme nue et mutilée exposé ainsi, autant vous dire qu'ils n'oublieront jamais cette journée-là. La première étape est réalisée par l'assistant. Avec un spray contenant un peu d'eau, il éponge la peau pour enlever les traces de sang que Beth a sur les bras et sur les jambes. Après le meurtre, il semble que le tueur se soit essuyé les mains sur la pauvre jeune femme. Un geste très froid, très irrespectueux, trop familier. Et c'est ce que l'autopsie et la scène de crime révèlent, une colère, mais une colère maîtrisée. Le légiste commence à mesurer et prendre des notes. La blessure à la gorge mesure 11 cm de large. Le pharynx a été complètement lacéré, juste au-dessus du larynx. L'artère carotide droite aussi, mais pas la gauche. Cela suggère que sa tête a été tournée et tenue sur le côté quand sa gorge a été tranchée. L'un des enquêteurs interrompt le légiste. Est-ce que le tueur a eu besoin de beaucoup de force pour faire ça ? Et la réponse du médecin est logique. Je suppose que ça dépend si elle se débattait ou non. Le docteur Anderson poursuit son examen. Vous voyez cette ligne sur la bordure de la blessure au cou ? Ça veut dire qu'on a coupé en plusieurs fois. Couper une gorge n'est pas si simple que ça. Il déroule une fois de plus son mètre de couture. Sur la lèvre supérieure, on voit une blessure de 3 cm de long, partant de la bouche et qui atteint presque la narine droite. L'incisive avant-gauche supérieure a sauté, probablement sous l'effet du coup. Puis le médecin légiste s'attarde sur l'abdomen et le thorax de la pauvre Beth. En haut de la poitrine, près de la clavicule, on note une blessure profonde de 4,5 cm de long, puis une autre plus petite de 2 cm sur 1,5 cm près de la troisième côte. Le côté droit de la marque en forme de A est constitué d'une blessure profonde qui mesure 25 cm de long. Le côté gauche du A mesure 29 cm de long et a pénétré dans les tissus sous-cutanés graisseux. La barre centrale du A consiste en une blessure horizontale de 18 cm. Je n'ai jamais rien vu de tel, ajoute le médecin après avoir terminé la description de la lettre. Puis, il doit répertorier les blessures de défense. Vous le savez, quand on se fait attaquer au couteau, on se protège les parties les plus fragiles du corps, le visage, le cou, la poitrine, le ventre, avec les parties qui semblent moins vitales, les mains, les avant-bras, les genoux, les pieds.
Et Beth, elle s'est sacrément défendue. Avant d'entrer dans les détails, le légiste s'adresse aux enquêteurs, l'air approbateur. On dirait que votre victime a vraiment lutté. Beth a des blessures partout, au coude, à la cheville, entre son pouce et son index de la main gauche et de la main droite, ce qui suggère qu'elle a à plusieurs reprises tenté de retenir ou de retirer la lame, ce qui est absolument glaçant. Une fois l'examen externe terminé, il faut passer à l'examen interne des organes. Et ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour comprendre quelle blessure l'a tué, quand, c'est pour avoir des éléments factuels sur le déroulé de l'attaque, c'est pour se donner des billes si un jour il y a un procès. Après avoir découpé quelques côtes, le médecin s'exclame: Ah, le poumon droit, le péricarde, c'est le sac autour du cœur, et la veine cave ont tous été transpercés par la lame. Votre victime a saigné, il y a une énorme quantité de sang dans la cavité thoracique. Ici, à droite, c'est complètement rempli de sang. Elle est morte d'une hémorragie interne quelques minutes après avoir reçu ce coup de couteau. L'examen se poursuit et Dr Anderson ajoute: Il n'y a aucun signe de grossesse au cas où vous vous seriez posé la question. Puis des prélèvements sont effectués et les flacons remis aux enquêteurs pour qu'ils les emmènent au laboratoire de police scientifique de Melbourne. Pour finir, les organes qui ont été sortis, pesés, mesurés sont regroupés dans un sac poubelle noir, remis dans la cavité thoracique et abdominale, et l'assistant, muni d'une aiguille et de fil, recoue le corps. Alors j'ai beaucoup lu de comptes rendus d'autopsie et pourtant ça a été une surprise d'apprendre qu'on faisait ça à la fin. Recoudre, bah bien sûr, mais mettre un sac poubelle rempli d'organes dans le corps avant de recoudre, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger parce que je suis pas une sensible, mais là j'avoue j'ai eu un petit haut le cœur. Les enquêteurs demandent au médecin légiste son verdict. Eh bien, je pense qu'elle était vivante quand les blessures thoraciques profondes ont été infligées parce qu'il y a eu de larges saignements autour de ces blessures. Elle a peut-être mis 5 minutes et quelques à mourir, mais bien sûr, elle a probablement perdu conscience avant. Quant au A, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'elle était encore vivante, mais j'en doute. Puis, sa conclusion d'une tristesse absolue: avant qu'elle ne soit attaquée, c'était une jeune femme en pleine forme qui aurait eu toutes les chances de vivre jusqu'à 80 ans. Il est temps de revenir un petit peu dans le passé, avant le meurtre, quand Beth était encore vivante. Elle avait beaucoup d'amis sur l'île, elle faisait notamment partie d'un groupe de 3 filles, Mary, Denise et elle. Elles formaient un trio inséparable depuis plusieurs années, toutes les 3 avaient des parents qui possédaient une maison secondaire sur Phillip Island. Beth et Mary se sont rencontrées à la parade des pingouins, c'est aussi là qu'elles ont rencontré le mari de Denise qui leur a présenté sa femme. On y reviendra, mais pour que vous compreniez bien, à l'époque du meurtre, Beth a 2 jobs: ouvrière agricole à la ferme des Cameron et ranger à la parade des pingouins. Les filles, devenues inséparables, se confient tout, vous savez comment c'est. Elles se confient leurs doutes, leurs peines, leurs joies, leurs ambitions, leurs déceptions. Elles peuvent parler d'hommes pendant des heures, d'autant plus que le mariage entre Denise et son mari bat de l'aile et que Beth est dans une relation compliquée avec un homme marié, Fergus Cameron, depuis plus d'1 an. Elle leur a déjà dit qu'elle était très, très amoureuse de Fergus, mais que la situation était compliquée. Ça lui brisait le cœur de détruire sa famille. Beth adorait les enfants de Fergus et Vivienne, leurs 2 petits garçons, et ne pouvait pas s'empêcher de penser à eux. Comment vivraient-ils la séparation de leurs parents? C'est aussi le premier petit ami sérieux qu'elle a dans sa vie. Et c'est le premier avec qui elle a fait l'amour. Il semble qu'elle ait un petit peu bafoué tous ses principes pour Fergus Cameron. Lui, il lui dit que son mariage est terminé depuis longtemps et qu'il va quitter sa femme. Le problème, c'est que ça n'avance pas. En octobre 1985, donc presque 1 an avant le meurtre, Beth fait un voyage aux Maldives avec ses 2 copines et leur annonce qu'elle considère une fois de plus la fin de sa relation avec Fergus. Mais on sait tous à quel point c'est difficile de quitter quelqu'un quand on l'aime encore. Beth a beaucoup de prétendants, elle est belle, drôle, gentille, bubbly, comme on dit, elle rayonne, mais elle ne veut que Fergus. Certains de ses admirateurs semblent pourtant insister. Après leur voyage aux Maldives, Denise part vivre quelques mois en Angleterre et Beth et Mary, pour rester en contact avec elle, pour continuer à lui raconter tout ce qui se passe dans leur vie, ont pris l'habitude d'enregistrer leurs conversations sur des cassettes pour lui envoyer par la poste.
Comme ça, en Angleterre, Denise peut écouter les conversations de ses copines. Je trouve ça super, j'avais jamais entendu parler de ça, même en lisant beaucoup sur les années 80-90. Dites-moi si vous avez fait ça à l'époque. C'est un peu l'ancêtre des vocaux et on va pas se mentir, moi j'adore les vocaux, rien de surprenant vu les podcasts. Bref. Un soir, Fergus, Beth, Mary et son petit ami vont au restaurant et enregistrent toutes leurs conversations pour tenir Denise au courant de leurs péripéties. Sur la cassette, on entend Beth dire que ça ne va pas trop au boulot en ce moment, à la parade des pingouins, parce qu'une collègue a dénoncé la liaison de Beth et Fergus à leur chef et qu'elle a dû aller dans son bureau s'expliquer. Bref, ça se passe vraiment pas très très bien. Mais la majeure partie de la conversation va tourner autour d'un jeune homme qui vit sur Phillip Island et qui a développé des sentiments pour Beth. Enfin, une obsession pour Beth. Il se rend chez elle, il reste dans sa voiture, tond sa pelouse quand elle n'est pas là, laisse des tas de bouquets de fleurs sur les marches de sa maison et c'est si fréquent que Beth donne régulièrement des fleurs à ses amis parce qu'elle ne sait plus où les mettre chez elle. Durant la conversation, Fergus fait une blague à ce sujet. Il dit à Beth: «Bah, c'est bizarre, t'as pas encore mis le panneau.» Et en fait, le panneau, bon, il n'existe pas, hein, c'est une réflexion qu'il s'était déjà faite pour rire, monter un panneau sur lequel il serait écrit: «Interdiction de tourner à droite après 17 heures.» À droite, car c'est à droite qu'on doit tourner quand on est sur Macfees Road pour rejoindre la maison de Beth. Sur la cassette, Mary rit à cette blague et précise à l'intention de Denise que quand même, il passe ses nuits et ses jours-là. Beth ajoute qu'ils se sont déjà disputés car il lui a demandé de ne plus venir tondre sa pelouse et que ça l'a fâchée. Elle n'arrête pas de lui dire de ne pas venir, mais ça ne l'empêche pas de rôder. Beth commence même à être agacée. S'il vient, je vais peut-être l'assommer. Mais elle ne semble pas avoir peur de lui et elle a déjà eu l'occasion de lui dire que elle l'apprécie comme un ami et qu'il n'y aurait rien de plus entre eux. Mais voilà, il persiste avec la distribution des fleurs et la tonte de la pelouse, ce qui est extrêmement inquiétant, surtout vu ce qui va arriver. On peut donc légitimement se poser la question suivante: quelle a été la réaction de ce jeune homme lors de la mort de Beth? Eh bien, il a fait poster dans la rubrique nécrologique d'un journal local un petit mot: «Tu avais une place spéciale dans mon cœur, je chérirai toujours notre amitié si spéciale, tu as rendu ma vie complète.» Mais il a aussi appelé Mary et lui a demandé si elle avait parlé à la police et quand elle a répondu: «Bah non, pas encore», il l'a suppliée de ne pas leur parler, ce qui est vraiment, vraiment étrange et on va y revenir. Je suis obligée de vous parler un peu de tout et après on reviendra dans les détails sur des points précis. Revenons à la fameuse cassette audio que Fergus, Beth, Mary et son petit ami ont enregistrée. On entend Mary demander à Beth si elle gardait bien un des chiens de la ferme avec elle à l'intérieur, ce que Beth confirme. D'ailleurs, ses amis diront plus tard, elle était très consciente de la nécessité d'avoir les bons gestes pour assurer sa propre sécurité. Malheureusement, ces petits gestes qui peuvent parfois sauver ne sont souvent que des petits obstacles pour qui veut vraiment vous tuer. C'est difficile de retracer la dernière journée de Beth parce qu'elle a beaucoup été seule le lundi 22 septembre 1986. Pour une fois, elle ne travaillait pas, ni à la ferme, ni à la parade des pingouins. Beth est malade depuis plusieurs jours, elle peine à se remettre d'un genre de grippe. Mais on a quand même des éléments très intéressants. Vers midi, elle se rend chez son amie Mary et lui parle à nouveau de sa relation avec Fergus. Il est censé venir dîner chez elle ce soir et Beth a prévu de lui donner un genre d'ultimatum, de lui dire qu'il doit prendre une décision maintenant et qu'elle ne voit pas l'intérêt de continuer la relation telle qu'elle est. Ça fait quand même 1 an et demi qu'ils sont ensemble depuis mai 1985, alors qu'il est toujours marié et qu'il se glisse tous les soirs dans le lit conjugal auprès de Vivienne. D'un point de vue extérieur, ça paraît fou, voire idiot, que Vivienne ne quitte pas son mari et que Bess ne quitte pas son amant. Mais quand on est amoureux, on peut être vraiment bête. J'ai du mal à les juger. Bon, si je vous dis que ce qui paraît le plus lâche et méchant, c'est que Fergus ne dise pas la vérité, certains vont me dire que je suis misandre. Mais au-delà de l'adultère, j'ai vraiment l'impression que ce sont les mensonges répétés de Fergus qui ont fait monter petit à petit la colère de sa femme. Après, rien ne justifie de s'en prendre physiquement aux autres, rien. Tôt dans l'après-midi, vers 15 heures, Beth quitte la maison de Mary, direction Macfees Road, où elle a surtout un plan pour la soirée: préparer le dîner pour Fergus. Et c'est la dernière fois
que la jeune femme se garde dans sa cour, qu'elle ferme sa portière et qu'elle rentre chez elle. Prenons le temps maintenant de nous intéresser un peu à Vivienne Cameron, l'épouse de Fergus. Vivienne a grandi dans la campagne et s'est rapidement adaptée à la ferme familiale. Rappelez-vous donc, Fergus, il a un frère, Donald, et une sœur, Marnie. Donald est marié à Pamela et Marnie est mariée à Ian. Les trois couples vivent dans des maisons très très proches, à 100 mètres de distance les unes des autres. Et ils travaillent dans la ferme familiale qui est située à l'ouest de l'île. Quand elle rejoint la ferme de sa belle famille, ça ne la change pas vraiment de son enfance. Elle est plutôt à l'aise dans les travaux de la ferme. Et même pendant ses 2 grossesses, même après la naissance des garçons, on va la voir faire le boulot sans rechigner. Elle peut, par exemple, vacciner les moutons pendant que le petit dernier dort dans la poussette à côté du troupeau. Depuis 2 ans environ, elle a aussi un petit boulot à côté de la ferme. Elle travaille au Community House Center de Phillip Island, une association qui propose des cours et tout un tas de services sur l'île, qui vient aussi en aide aux plus démunis. Et ça, c'est vraiment un boulot qui lui plaît à Vivienne et elle répète à ses nouveaux amis que ça lui fait du bien de rencontrer d'autres personnes en dehors de la ferme et de sa belle famille. Et quand Vivienne va disparaître, elle qui était si discrète, si gentille, elle qui ne posait jamais de problème, ça va beaucoup interroger ses amis, beaucoup interroger les gens du coin. Bien sûr qu'on est toujours surpris quand quelqu'un qu'on connaît commet un meurtre, enfin j'imagine, mais là, ses proches l'assurent, c'est vraiment la dernière personne à laquelle ils auraient pensé. 2 semaines seulement après la disparition de Vivienne, Fergus organise sur la ferme familiale une petite cérémonie de mémoire. Ça ressemble tellement à des funérailles que ça met plusieurs personnes mal à l'aise. Mais d'un autre côté, tout le monde comprend que les petits garçons ont besoin d'un geste fort pour se remémorer leur maman et voir qu'elle était aimée. Pourtant, leur mère n'est pas officiellement décédée, elle est portée disparue. Il est temps de plonger ensemble dans la timeline, dans la chronologie du soir du meurtre de Beth Barnard et de la disparition de Vivienne Cameron. Nous sommes donc en début de soirée, vers 20h30, au domicile de Vivienne et Fergus. Marnie, la sœur de Fergus, veut parler business avec son frère et elle sait qu'il a dû finir vers 20h, donc elle fait les 100 mètres qui séparent sa maison de celle des Cameron et s'attend à le trouver là. Il n'est pas encore arrivé, donc elle attend avec sa belle-sœur qui lui sert un verre de vin pour la faire patienter. Mais les minutes passent par dizaines et Vivienne décide d'appeler au bureau de la parade des pingouins pour savoir si Fergus n'a pas été retenu au travail. Mais non, il n'a pas été retenu au travail, il est parti comme prévu à 20h. Fergus, après avoir dîné chez Beth, rentre au domicile conjugal à 21h20. Marnie est toujours là et elle papote avec Vivienne. Vivienne lui demande t'étais où? T'as quitté le travail à 20h, j'ai appelé. Et t'étais déjà partie. Et à ce moment-là, Fergus reçoit un coup de téléphone qui va en quelque sorte sauver ses fesses en ne lui laissant pas le temps de répondre à la question de sa femme. Après le coup de fil qui dure une quinzaine de minutes, Marnie dit ce qu'elle a à dire à son frère le plus vite possible et, sentant la tension dans l'air, s'éclipse rapidement. À peine parti, une dispute éclate entre Vivienne et Fergus. Fergus finit par admettre ce qu'il nie depuis près de 2 ans. Oui, il a bien une liaison avec Beth. Vivienne, ça la rend dingue, vu que elle lui a posé la question 200 fois et qu'en plus elle emploie la maîtresse de son mari sur la ferme. Elle frappe Fergus à la tête avec son verre de vin. Ça brise le verre de vin et ça coupe l'oreille gauche de Fergus. Il essaye de quitter la pièce, mais elle le poursuit et le frappe plusieurs fois dans le dos avec le verre. Fergus est en sang, donc Vivienne, une fois calmée, lui dit écoute, on va à l'hôpital, il faut absolument que tu ailles à l'hôpital pour faire soigner ses plaies. Tu vas probablement avoir besoin de points de suture. Vivienne appelle Marnie et Ian pour qu'ils viennent garder les enfants qui dorment encore pendant leur absence. À l'hôpital, un médecin et 2 infirmières reçoivent le couple. Les infirmières, elles sentent bien qu'il y a eu un incident domestique, un conflit, une dispute. Mais Fergus et Vivienne ne veulent pas en parler, ils disent juste qu'il y a eu un accident avec du verre. Donc Fergus reçoit effectivement plusieurs points de suture pour son dos et son oreille. Pendant ce temps, Marnie et Ian découvrent effectivement du sang et des traces de lutte dans la maison.
Il y a du sang sur des vêtements, dans la panière à linge, sur des mouchoirs, sur le lit, dans la chambre d'amis et dans la cuisine. Marnie s'apprête à nettoyer un peu, mais Yann lui dit: «Non, non, ne touche à rien». Le couple ramasse juste les bouts de verre issus du verre à vin pour que personne ne se blesse davantage et ces éléments ne seront jamais récupérés par les enquêteurs. À l'hôpital, Vivienne, elle insiste auprès des médecins. Fergus devrait passer la nuit à l'hôpital, mais ni le médecin ni Fergus ne trouvent ça très judicieux. Il n'aurait qu'à retourner voir son médecin le lendemain, pas besoin de le garder en surveillance pour la nuit. Nous sommes maintenant le mardi 23 septembre. Il est environ minuit et demi. Fergus et Vivienne retournent au domicile familial. Marnie et Yann peuvent donc rentrer chez eux. Fergus et Vivienne vont discuter un long moment, enfin de leurs problèmes de couple, et décider de se séparer. Vivienne aurait dit à Fergus que c'était un très bon père et qu'elle elle n'est pas toujours une bonne mère, donc qu'elle allait lui laisser la garde complète des enfants, qu'il allait pouvoir rester sur Phillip Island et elle allait retourner vivre à Melbourne. Après une séparation, c'est pas toujours évident de dormir dans le même domicile, donc il est convenu que Fergus passe quelques nuits dans la maison de sa sœur Marnie et Yann. Vivienne emmène donc Fergus chez Marnie et Yann en voiture. Marnie, elle accueille son frère évidemment et elle donne, avant que Vivienne ne reparte, elle lui donne 2 petites pilules, des somnifères, en lui disant: «Tiens, si t'en as besoin, n'hésite pas pour dormir». Il est environ 1h30 du matin. Vivienne se retrouve donc seule au domicile familial. La ferme des Cameron est située tout à l'ouest de l'île et la maison de Beth à l'opposé, à l'extrémité est. À 3 heures du matin, Vivienne appelle une amie à elle, Robin Dixon. C'est le mari de cette dernière, John Dixon, qui répond au téléphone. Vivienne dit qu'elle appelle de l'hôpital et leur demande de venir chercher les 2 petits garçons qui sont seuls à la maison. John Dixon ne demande pas davantage d'explications, ça a l'air grave. Donc 10 minutes après, lui et sa femme Robin récupèrent les enfants dans la maison désertée des Cameron. À la maison, ça c'est important, Robin Dixon remarque que la voiture que conduit habituellement Vivienne, une Holden Kingswood Sedan, est toujours là. Donc elle se dit: c'est bizarre, soit ils ont été emmenés par une ambulance, soit par des proches. Robin remarque que quelques lumières sont encore allumées à l'intérieur et elle avise aussi un petit sac à main noir sur une petite table près de la porte arrière. Si le sac à main est là, c'est que Vivienne est partie précipitamment. Le lendemain matin, Robin Dixon tente de joindre à plusieurs reprises Fergus et Vivienne à leur domicile. C'est qu'il va falloir qu'elle parte au travail et elle ne sait pas quoi faire de leurs enfants. À 7h30, elle appelle chez Donald et Pamela Cameron, qu'elle connaît aussi, mais ça ne répond pas. À 7h45, enfin, Donald décroche. Robin lui dit: «Écoute, je suis très inquiète, j'arrive pas à voir Fergus et Vivienne au téléphone alors que j'ai leurs 2 petits garçons et que je dois partir au travail». Finalement, Robin envoie l'aîné à l'école avec ses propres enfants et Donald fait la route pour venir chercher le plus petit. Donc Donald, il rentre à la maison avec l'un de ses neveux et du coup sa femme Pamela va appeler Marnie pour savoir si elle a plus de nouvelles de son côté. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Où est Fergus? Où est Vivienne? Mais Marnie a quitté son domicile vers 7h30 pour se rendre au travail. C'est donc Fergus qui répond au téléphone. Mais l'homme n'est pas vraiment en état de parler, il semble en détresse, donc il passe le téléphone à Yann qui va expliquer à Pamela et Donald les événements de la nuit dont il est au courant, c'est-à-dire la dispute entre Vivienne et Fergus au sujet de Beth, le passage à l'hôpital, les blessures de Fergus et la séparation. Un peu plus tard dans la matinée, on ne sait pas quand exactement, Yann rappelle Donald parce que le Toyota Land Cruiser, qui sert notamment à transporter le foin à la ferme, a disparu. Et ça inquiète beaucoup Fergus. Il est déjà pas très bien, mais là, ça commence à faire beaucoup et surtout cette fois, il s'inquiète pour Beth. Beaucoup vont se demander, je pense, pourquoi il va faire ce qu'il a fait ensuite, mais Fergus va demander à Donald et à Yann d'aller chez Beth pour voir si tout va bien, car elle ne répond pas quand il essaye de la joindre au téléphone. En partant, Donald et Yann vont passer par le domicile de Fergus et Vivienne pour voir si cette dernière ne serait pas rentrée, mais rien, la maison est complètement vide.
Les deux hommes traversent ensuite l'île jusqu'à McPhee's Road, puis empruntent l'allée du numéro 128. La lumière du Porsche est encore allumée et la porte à l'arrière légèrement entr'ouverte. Et là, vous savez ce qui se passe. Donald entre dans la maison, découvre le corps de Beth. Il appelle Yann, resté dans la voiture, qui ne peut que constater, comme son beau-frère, la mort de la jeune Beth, leur ouvrière agricole, la maîtresse de Fergus. Les deux hommes se rendent alors directement au commissariat. Ils en poussent la porte peu après 9 heures. Pendant ce temps, Fergus est seul chez Marnie et Yann. À 9h30, l'anxiété a laissé place à la panique car il n'a aucune nouvelle de personne, ni de Vivienne, ni de Beth, ni de Donald ou Yann, qui sont partis vérifier depuis 1 heure le domicile de Beth. À 9h30, il appelle Marnie au travail, lui demande de quitter son travail et Marnie, elle comprend pas tout, donc elle dit attends, comment je peux t'aider autrement qu'en quittant mon travail? Et Fergus lui dit essaie d'appeler Beth, je n'arrive pas à la joindre. Du coup, Marnie raccroche, tente à son tour d'appeler Beth, sans succès, et rappelle Fergus. La situation commence à sentir mauvais. Marnie quitte finalement son travail pour rentrer à son domicile et retrouver son frère. Dans la matinée, c'est le médecin traitant de Beth, qui lui avait prescrit des antibiotiques pour la grippe 2 jours plus tôt, qui, contacté par la police, va identifier le corps, puis faire un détour au domicile de Marnie et de Yann pour leur annoncer, et surtout annoncer à Fergus, le décès de la jeune femme. Le 23 septembre, donc, tout le monde commence à être au courant du meurtre de Beth et de la disparition de Vivienne, et tout le monde est aussi au courant de la liaison entre Fergus et Beth. Le calcul est simple, on fait 1 plus 1 et on se dit que Vivienne a dû tuer Beth avant de s'enfuir avec le Toyota Land Cruiser. Pamela, la femme de Donald, travaille à San Remo, qui est de l'autre côté du pont qui relie Phillip Island à l'Australie. Elle travaille dans la santé, elle est physiothérapeute, elle est obligée de rester un petit peu plus longtemps au travail que les autres et parvient à partir à 16 heures, ce qui est déjà pas mal pour elle. Pamela est perturbée, très perturbée, de un parce que Vivienne est sa belle-sœur, mais aussi parce qu'elle connaît très bien Beth. Elle lui a soigné une blessure au dos et depuis les deux femmes sont devenues amies. Donc, vers 16 heures, elle emprunte le pont qui relie San Remo et Phillip Island et quelques 500 mètres après l'avoir passé, avise le véhicule qu'elle connaît si bien car il est indispensable à la ferme, le Toyota Land Cruiser avec lequel se serait enfuie Vivienne. Pamela s'arrête. Le véhicule n'est pas verrouillé, les fenêtres sont ouvertes et retenez bien ça, il y a un sac à main noir sur le siège passager. Les clés sont sur le contact. Il y a aussi un briquet, une boîte d'allumettes, 2 paquets de cigarettes Claridge, la marque fumée par Vivienne, d'autres clés, un petit couteau, une petite serviette tachée de sang. 1 heure avant, vers 15 heures, le mari de Robin Dixon, qui avait récupéré les fils de Vivienne et Cameron la nuit précédente, est passé par là et a aussi vu le Toyota Land Cruiser sans vraiment faire le lien. Depuis quand est-il garé là? Est-ce que Vivienne a erré toute la journée aux alentours? C'est lors de l'enquête que les policiers vont découvrir qu'un boulanger a vu un véhicule garé au même endroit quelques heures après le meurtre, à 5 heures du matin, le matin du coup du mardi 23 septembre. Ça l'a surpris parce qu'il n'avait pas l'habitude de voir un véhicule là à cette heure-là, mais ça ne l'a pas inquiété non plus. Il s'est dit que le conducteur avait probablement eu besoin d'une pause parce qu'il y a des toilettes publiques dans le parc adjacent. Depuis 30 ans, dans les interviews, beaucoup de gens font des raccourcis en disant qu'un boulanger a vu le Toyota Land Cruiser des Cameron à 5 heures du matin près du pont. Mais en fait, quand on reprend ses déclarations, il dit bien qu'il a vu un véhicule, mais il n'a jamais été capable d'en donner la description, c'est-à-dire ni la marque, ni la couleur. Pourtant, c'est à partir de la localisation du Toyota Land Cruiser dans l'après-midi du 23 et de son témoignage que la théorie des enquêteurs va prendre forme. Vivienne, après avoir tué Beth aux alentours de 3h30 du matin, est allée mettre fin à ses jours en sautant du pont qui mène à San Remo avant 5 heures du matin, l'heure à laquelle le boulanger a vu un véhicule garé à cet endroit-là. Alors, si vous avez bien suivi, mais au pire, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas noté, il y a quelques trucs qu'on doit éclaircir ensemble. Il y a des questions que vous devriez être en train de vous poser. 1. Pourquoi le meurtre aurait eu lieu vers 3h30 du matin? Qu'est-ce qui permet de dire ça? 2. Pourquoi a-t-on retrouvé le sac à main de Vivienne dans la voiture
alors que son ami Robin Dixon l'a vu au domicile vers 3h10 à l'autre bout de l'île. Et 3, pourquoi les policiers du coin et les renforts n'ont pas vu le véhicule durant leurs allées et venues alors qu'il était littéralement garé à l'entrée de l'île. Pour cette troisième question, je n'ai pas la réponse. Les enquêteurs n'ont pas la réponse et c'est aussi ce qu'ils se sont demandé, comment ça se fait qu'on n'ait pas vu le véhicule plus tôt dans la journée. Peut-être un problème de communication, peut-être que tous les renforts, et notamment la police scientifique, étaient plus concentrés sur le meurtre de Beth et la scène de crime que sur la disparition d'une possible suspecte. Peut-être que l'urgent pour eux, ce n'était pas la recherche du Toyota Land Cruiser, et d'ailleurs, je suis pas sûre que tout le monde ait eu la description du véhicule recherché. Mais bon, c'est un véhicule tellement spécifique parce qu'à l'arrière, on peut mettre une botte de foin. Je vous mets la photo sur Instagram, que franchement, passer à côté, ça fait pas très sérieux non plus. Ensuite, pourquoi le sac à main de Vivienne s'est retrouvé sur le siège passager du véhicule alors qu'il était au domicile des Cameron juste avant le meurtre? Là, faut parler géographie 2 minutes pour que vous puissiez situer. Encore une fois, pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous mets la carte, ça va être plus simple. La ferme familiale des Cameron, et donc les maisons des 3 couples, sont situées sur Watts Road, à l'ouest de l'île, à 13 km environ de la maison de Beth, située sur McPhee's Road. Le trajet prend 13 minutes. 13 km, 13 minutes, c'est facile à retenir. Quand elle a appelé son amie Robin Dixon, Vivienne a dit qu'elle était à l'hôpital. Il était environ 3 heures du matin. Or, on sait qu'elle n'y était plus depuis minuit et demi et qu'elle était censée être chez elle puisqu'elle avait déposé Fergus chez sa sœur Marnie. Les enquêteurs pensent que Vivienne a appelé Robin du domicile conjugal, puis qu'elle a fait la route jusqu'à chez Beth pour la tuer et qu'elle est ensuite allée près du pont, situé à 10 minutes encore de route à l'est, pour se jeter à l'eau. Ce qui est bizarre, c'est que si le sac à main noir retrouvé dans le Land Cruiser est le même que celui vu au domicile des Cameron par Robin Dixon à 3h10-15 du matin, ça veut dire qu'après le meurtre, Viviane est repassée par chez elle. Donc elle a refait 13 km couverte de sang pour prendre son sac et repartir tout à l'est de l'île pour sauter dans l'eau, alors que les falaises Nobis, qui sont à l'ouest juste à côté de chez elle, sont réputées pour leur nombre de morts, ce qui n'est pas le cas du pont, duquel sautent les adolescents tout l'été. Mais bon, peut-être qu'elle est repassée chez elle pour vérifier si ses enfants avaient bien été emmenés par Robin en son absence. Peut-être qu'elle est repassée chez elle parce qu'elle ne savait pas quoi faire juste après. Peut-être que c'était pas prévu, qu'elle ne savait pas d'avance ce qu'elle allait faire ensuite. C'est possible. Enfin, pour répondre à la dernière question, pourquoi les enquêteurs pensent que le meurtre a eu lieu vers 3h20, 3h30 du matin? Eh bien, ça vient du témoignage des voisins de Beth. Je vous l'ai dit, sur McPhee's Road, il y a peu de maisons, 7 à l'époque. La maison la plus proche est à 165 mètres à vol d'oiseau et les suivantes sont à plus de 200 mètres. Certaines personnes obsédées par l'affaire comme moi, et comme vous maintenant je suppose, pensent que c'est très bizarre que personne n'ait entendu Beth crier cette nuit-là. Personnellement, je trouve pas ça bizarre du tout. On peut entendre crier de loin, mais là, on est plutôt au bout de la route et au bout de la route, il y a des falaises, la mer, le bruit de la houle. En plus de ça, vous vous souvenez de l'autopsie, le premier ou le deuxième coup de couteau a traversé le poumon de la pauvre Beth. Donc même si elle a pu se débattre après encore un peu, elle a dû avoir le souffle coupé et sans souffle, pas de cri. Pareil, on parle de l'aboiement du chien, mais avoir un chien ne garantit pas d'avoir un chien qui alerte au bon moment, ni qui défende si besoin. Il était peut-être terrorisé aussi, en tout cas, il n'a présenté aucune trace de coup ni de sang, donc il ne s'est probablement pas interposé. Il est même peut-être resté à l'extérieur de la chambre. Les amis de Beth ont précisé plus tard qu'il s'agissait d'une chienne timide qui venait d'avoir une portée. Ça interroge aussi sur le fait que, si elle n'a pas aboyé, est-ce que ça veut dire qu'elle connaissait le tueur? Mais revenons aux voisins. Comme il n'y a que 7 maisons sur cette route sans issue, quand une voiture passe en général, ils s'en souviennent. Les habitantes de la plus proche maison sont 2 femmes, Diane et Joyce.
Vers 19h50, le soir du 22 septembre, Diane a entendu une voiture approcher sur Macphees Road et elle y a prêté attention, déjà parce qu'elle était sur son Porsche et aussi parce qu'elle a pensé que la voiture allait s'engager sur son chemin à elle. Mais la voiture a dépassé sa maison pour s'engager sur l'allée de sa voisine, la jeune Beth Barnard. Une fois dans l'allée devant la maison, la voiture est restée là plusieurs minutes, les phares allumés. Diane pouvait les voir à travers la haie d'arbres qui sépare encore aujourd'hui les deux maisons. Diane est certaine de l'heure, 19h50, parce qu'elle devait partir à 20h20, 30 minutes plus tard. D'après les enquêteurs, il s'agissait de la voiture de Fergus, venue dîner chez Beth après sa débauche de la parade des pingouins. Mais ça fait partie des trucs qui ne collent pas dans cette affaire. Fergus, ce soir-là, a débauché à 20h. Alors, est-ce Diane qui s'est mélangée dans les horaires ou est-ce Fergus? Et si Fergus était bien au travail encore à 19h50, qui est venu rendre visite à Beth? L'autre voisine en face, cette fois en diagonale, a entendu un véhicule vers 3h20 du matin. Elle venait de se réveiller pour aller aux toilettes. Et le bruit du moteur ressemblait à celui du truck de son fils de la marque Toyota. Elle s'est fait la remarque et a été attentive parce que, encore une fois, personne ne roulait sur cette voie sans issue la nuit et surtout, sa belle-sœur vivait tout au bout de la route et elle vivait seule. Donc, les enquêteurs ont conclu de cette enquête de voisinage que Vivienne Cameron est passée sur Macphees Road vers 3h20 du matin, dans la nuit du 22 au 23 septembre, dans le but de tuer Beth Barnard. Vivienne se serait ensuite jetée du pont que relie l'île à l'Australie. Parlons-en de ce pont. Aucune personne ne s'est suicidée en se jetant du pont avant la disparition de Vivienne, ni depuis d'ailleurs. La chute de 10 mètres dans l'eau n'a jamais été fatale. Tous les étés, encore aujourd'hui, les gamins s'amusent à sauter du pont dans l'eau. Et il n'y a pas de roches sur lesquelles se heurter en bas. Mais durant les nuits de septembre, l'eau est glacée. J'adore aller fouiller dans les archives météo, donc je vous ai retrouvé la température du 23 septembre à 4h du matin sur Phillip Island, 9,2 degrés Celsius. Et la température de l'eau en moyenne autour de l'île devait être autour de 5 degrés. Donc oui, définitivement assez froid pour mourir d'hypothermie suivie de noyade. Donc quand les policiers ont appris la présence du véhicule conduit a priori par Vivienne près du pont menant à San Remo, ils se sont précipités sur place. Ils ont exploré la voiture, le pont et les berges alentours, puis ont appelé le sergent Geoff Frost de la ville de Victoria pour qu'il coordonne les recherches. Quand le mercredi 24 septembre, il plonge avec son équipe de 4 accompagné par 2 bateaux de sauvetage, tout le monde espère qu'ils remonteront rapidement le corps de Vivienne Cameron, la disparue, la suspecte. Geoff Frost est sûr de lui. Il est persuadé que le corps est sous le pont. Il est censé être au fond durant les 4 premiers jours, donc du 23 au 26 inclus, puis gonflé par la décomposition, il est censé remonter ensuite pour flotter à la surface à partir du 27. Du coup, du 24 au 26, ils vont parcourir les fonds avec une méthode qui leur permet de ne rien rater puisqu'ils sont attachés à une corde et se rejoignent en faisant le rayon d'un cercle et en touchant le fond avec les mains, car la visibilité est mauvaise. Puis le 27 et le 28, ils vont parcourir la baie sur un plus large périmètre en surface. Quand Geoff Frost en parlera dans les décennies suivantes, il dira avec certitude que Vivienne Cameron n'a pas sauté là, sinon il l'aurait trouvé. La vérité, c'est qu'on peut passer à côté d'un corps, même en le cherchant avec toute la rigueur possible. Et la vérité, c'est aussi que le processus de décomposition n'est pas timé à la minute, ni même au jour près. Le fait de couler ou de revenir à la surface dépend d'une multitude de facteurs dont j'ai parlé en long, en large et en travers dans l'affaire Trevor Dilly, épisode 12, publié en janvier 2025. Donc, les certitudes de ce plongeur, moi j'ai plutôt des doutes. Et puis quand on demande aux pêcheurs du coin, le courant est assez fort à cet endroit, de 8 à 10 nœuds, soit 4 à 18 km/h environ, soit 4 à 5 mètres par seconde, ce qui est quand même rapide, surtout en pleine nuit, dans l'eau glacée, quand on ne voit rien, habillé. Si on veut vraiment mettre fin à ces jours,
ça me paraît possible d'être entraînée au large. Bon, alors petite parenthèse, mais au moment où je rédige ces lignes de script, j'ai passé ma journée à écrire et à me promener aux quatre coins de l'île sur Google Earth, et du coup, ça me donne vachement envie d'y aller. Dommage qu'il y ait autant d'animaux mortels en Australie. Bon, pas le temps de traînasser, on est à 22 pages et on est loin d'avoir terminé. Ça va encore être un épisode long, mais bon, vous aimez ça. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon, mais ça ne vaut pas pour les cold cases, bien évidemment. Trêve de plaisanterie, il est temps de vous parler de l'élément qui va venir contredire la théorie de la mort volontaire de Vivienne, la théorie du pont, et jeter un doute sur la version de Fergus et les hypothèses des policiers. Mais il faut que je vous introduise un peu la situation pour que vous compreniez à quel point c'est crédible et grave, et surtout crédible. Moi qui prends tout avec une pincée de sel, vraiment c'est ça qui m'a fait regarder l'affaire d'un autre œil. Nous sommes le mardi 23 septembre 1986. Il est 10 heures du matin. Pendant que Beth Barnard gît dans une mare de sang et que les policiers commencent à défiler sur McPhee Road, une habitante de Phillip Island, Glenda Frost, aucun rapport avec le plongeur, est en train de s'habiller dans sa chambre. Elle accueille depuis la veille au soir une amie de longue date, Pam, venue de Melbourne et qui est en train de faire la vaisselle de leur petit déjeuner. Soudain, le téléphone sonne. Pam a les mains dans l'évier, pleine de produits vaisselle, et puis ce n'est pas chez elle, donc elle appelle Glenda qui lui répond de la chambre. Pam, j'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui, j'ai pas le temps pour papoter, peux-tu répondre pour moi? Ce à quoi Pam répond, bah ce sera pas pour moi, réponds-toi. Du coup, Glenda court de la chambre au salon, pas vraiment ravie, et décroche le téléphone en disant oui, allô. Au bout du fil, une voix qu'elle connaît bien car elle l'a eu des dizaines de fois au téléphone lui dit Glenda, c'est Viv Cameron. Glenda, elle est au courant de rien. L'immense majorité des habitants de Phillip Island a encore quelques heures d'innocence à vivre. Salut Viv, dis donc, t'as de la chance de m'avoir, je devais être au travail, mais je dois faire de la couture aujourd'hui pour le défilé de mode. Puis elle poursuit, est-ce que t'as trouvé où acheter le motif en patchwork pour Isobel? Alors, je vous situe. Vivienne Cameron et Glenda Frost sont amies depuis que Vivienne travaille au Community Center et les deux suivent des cours de couture. La semaine précédente, elles se sont croisées devant la poste et Vivienne a demandé à Glenda si elle savait où acheter tel motif de patchwork pour un cadeau. Du coup, au téléphone, Glenda lui demande si elle veut le numéro d'une femme qu'elle connaît qui fait ses motifs de patchwork et commence à dicter le numéro. Il y a un petit silence au bout du fil. Glenda suppose que Vivienne est en train de finir de noter le numéro, puis elle entend des voix en arrière-plan et suppose qu'il s'agit des enfants de Vivienne. Cette dernière demande « Attends une seconde » et quitte le téléphone. Les voix s'arrêtent. Pendant ce temps, Glenda pose la main sur le combiné et chuchote en direction de son amie Pam « C'est Vivienne, ça sera pas long ». Puis elle demande à Vivienne « Ce sont les garçons qui jouent ?»« Oh, c'est bon maintenant », répond Vivienne. Un nouveau silence. Mais ce silence un peu gênant, pour qui ne connaît pas Vivienne, paraît habituel à Glenda. C'est comme ça, avec Viv, parfois la conversation est laborieuse et Glenda ne s'en formalise pas. « Est-ce que tu as besoin d'autre chose ?» demande Glenda à Vivienne, et Vivienne répond « Je crois pas ». Puis Glenda se souvient d'une liste de matériaux dont les deux femmes auront bientôt besoin et demande à Vivienne « Veux-tu que je te lise la liste ?» Et Vivienne répond « Oh, t'embête pas maintenant, apporte la liste avec toi au cours de couture la semaine prochaine et je regarderai à ce moment-là. » Puis, les deux femmes se saluent. « Bye », dit Vivienne. Et c'est la dernière fois que Glenda Frost entendra la voix de son amie. Nous sommes le 23 septembre 1986, il est 10 heures du matin, passé de quelques minutes, et Vivienne est censée s'être jetée du pont il y a plus de 5 heures. 2 heures plus tard, Glenda et son amie Pam apprennent dans un café local l'horrible meurtre de la nuit. Mais aucune ne fait le lien avec Vivienne Cameron. Pourquoi l'aurait-elle fait? À 18 heures ce soir-là, Glenda allume la télévision pour voir s'il n'y a pas plus d'informations sur l'affaire, afin d'avoir d'autres ressources que les rumeurs locales, que les paroles des habitants de l'île rapportées, déformées et rapportées encore. Le journaliste annonce que la police recherche une certaine habitante de Phillip Island du nom de Vivienne Cameron en lien avec le meurtre sauvage d'une jeune femme de 23 ans, Elizabeth Catherine Barnard. La voiture de Vivienne Cameron a été retrouvée près du pont de San Remo et on pense qu'elle a sauté pour mettre fin à ses jours.
Le véhicule a été vu à 5 heures du matin et officiellement identifié par la police vers 16 heures. Glenda Frost est sonnée devant sa télé, vous imaginez, et dans la foulée, elle reçoit un coup de fil de Pam, rentrée à Melbourne dans la journée. Glenda, t'as vu les infos? Oui. Mais ce n'est pas à Vivienne que tu parlais ce matin au téléphone? Comment aurait-elle pu sauter d'un pont à 5 heures du matin alors que tu lui as parlé à 10 heures? Ça ne fait aucun sens. Une heure plus tard, des policiers débarquent au domicile de Glenda pour prendre sa déposition. Pam la rejoint et confirme son témoignage. Le lendemain, 3 autres enquêteurs interrogent de nouveau Glenda. Eux doutent. Ils demandent: est-ce que vous êtes sûr que c'est pas plutôt lundi matin que vous avez reçu ce coup de fil? Et Glenda répète: j'en suis absolument sûre parce que Pam n'était pas là le lundi matin, elle travaillait à Melbourne et j'étais moi-même au travail la majeure partie de la journée. Glenda, elle a une boutique sur l'île. Êtes-vous sûr que c'était elle et non pas quelqu'un qui se faisait passer pour elle? Bah oui, j'en suis certaine, parce que personne d'autre n'aurait été au courant de l'histoire du patchwork. En plus, j'ai parlé à Vivienne à cette fois au téléphone pour reconnaître sa voix. Et elle était normale, parfaitement normale. J'arrive pas à croire qu'elle venait de faire ça, pas avec cette voix normale. Je peux pas y croire. Les gens peuvent péter des plombs, affirme un policier en face d'elle. Il demande, un peu amer: donc vous dites que vous lui avez parlé au téléphone, comment ça se fait alors qu'on a envoyé des plongeurs chercher son corps sous le pont? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a appelée, et ça, j'en suis certaine, répond Glenda à une question qui n'en était pas vraiment une. Et si Vivienne n'avait pas mis fin à ses jours? Et si elle s'était enfuie? Aurait-elle abandonné ses 2 fils qu'elle aimait tant? Beaucoup pensent que non. Moi, je pense que oui. Fuir pour échapper à la prison quand on vient de tuer quelqu'un, ça paraît la chose logique à faire. Encore faut-il avoir les idées claires. D'ailleurs, à proximité du parking où a été retrouvé le Toyota Land Cruiser, il y a un arrêt de bus, le dernier de l'île. C'est une piste qui n'a jamais été explorée, puisque les enquêteurs ont conclu à un suicide dans les heures qui ont suivi le meurtre de Beth Barnard. Je ne sais pas si vous êtes comme moi complètement perturbé par cet appel, ou si vous avez l'esprit plus froid et que vous vous dites: «Elle a quand même dû se planter dans la date». Et j'aurais tendance à penser ça, mais Pam était là lors de l'appel et la veille, elle bossait à Melbourne. En tout cas, les enquêteurs vont mettre de côté le témoignage des 2 femmes et rester sur leur première idée. Fergus Cameron, 36 ans, riche propriétaire fermier, mari infidèle, aurait alors perdu en quelques heures les 2 femmes de sa vie, son épouse et sa maîtresse, dans des circonstances inqualifiables. Fergus Cameron qui, sous calmant, en pyjama, va être interrogé 2 jours après le meurtre par Jack McFadden, l'un des premiers enquêteurs arrivés sur les lieux du crime, celui qui a interrogé Glenda Frost, celui qui, la veille, a assisté à l'autopsie de la pauvre Beth Barnard. Le mercredi 24 septembre, il s'installe donc sur une chaise face au lit sur lequel est assis Fergus Cameron dans la chambre d'amis de la maison de Marnie et l'entretien va durer 12 heures. McFadden dira plus tard: je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi détendu et calme, ne sachant dire si l'attitude de Fergus était due aux médicaments ou au choc. Fergus va commencer par parler de son mariage qui a eu lieu en décembre 1976 et des difficultés que le couple a très vite rencontrées. En fait, Vivienne et lui n'ont jamais été très forts pour discuter de leurs problèmes et donc pour essayer de les régler. Leur premier enfant est né en 1978 et le second en 1981. Après avoir patiemment écouté la description en long, en large et en travers des difficultés maritales des Cameron, McFadden va orienter Fergus sur Beth. McFadden sait déjà que les deux se sont rencontrés à la parade des pingouins. En effet, explique Fergus, il a commencé à travailler à temps partiel à la parade des pingouins en décembre 1978. En fonction des moments de l'année, il y passe plus ou moins de temps. En moyenne, c'est 2 heures par jour. En 1984, il a rencontré Beth, justement à la parade des pingouins. Quand elle est venue candidater pour un petit boulot, c'est lui qui l'a engagée. Et leurs heures de travail coïncidaient souvent. Ils se connaissaient depuis 4 mois quand Fergus a demandé à la jeune femme de venir travailler à la ferme à mi-temps.
Nous sommes alors en avril 1985. On est dans les pays anglo-saxons, Australie, Angleterre, États-Unis, Canada. En général, les gens ont plusieurs petits boulots et il y en a pas mal chez les Cameron qui vont travailler sur la ferme familiale et avoir un boulot à côté comme Fergus qui travaille à la parade des pingouins, Vivienne qui travaille au community center et Pam, la femme de Donald, qui travaille comme physiothérapeute à San Remo. Donc Fergus embauche Beth sur la ferme, il n'y a pas d'autres employés à ce moment-là, c'est la seule et elle continue de travailler à la parade des pingouins en parallèle. Beth est très belle, très souriante, très sociable, elle a toujours la pêche. Et comme elle est belle, il y a beaucoup d'hommes qui lui tournent autour. Vivienne apprend aussi à connaître Beth et en fait toute la famille Cameron l'adopte en quelque sorte. Elle s'entend bien avec Pam et appelle Donald oncle Donald. Fergus raconte même aux policiers qu'un soir, Vivienne et lui ont emmené Beth et son petit ami de l'époque dans un hôtel. Et Fergus ajoute qu'il ne se souvient pas de l'identité de ce petit ami. Ça me paraît un peu bizarre vu qu'on est dans le délai d'1 mois entre l'arrivée de Beth sur la ferme et le début de la relation entre Fergus et Beth. Je pense que si elle avait un petit ami, il devait probablement connaître son identité. En plus, Beth a affirmé à ses amis que Fergus était le premier homme avec qui elle avait des relations sexuelles. Elle disait même à d'autres amis à qui elle avait caché sa relation avec Fergus qu'elle voulait attendre le mariage pour avoir du sexe. Donc, c'est un peu bizarre qu'elle ait accepté d'aller à l'hôtel avec cet homme-là alors qu'elle était déjà proche de Fergus en avril. C'était peut-être un restaurant d'hôtel, c'est la seule autre option qui me paraît crédible. Puis Fergus raconte aux policiers le moment où tout a changé. Mi-mai 1985, il y a eu une soirée entre salariés, entre collègues de la parade des pingouins. Et vers la fin de soirée, Beth a demandé à plusieurs personnes d'aller chez elle pour l'after, donc pour boire un dernier coup. Et en fait, il se trouve que Fergus est le seul à être allé sur McFeast Road ce soir-là. Fergus raconte, chez elle, on s'est assis, on a bu, on a parlé et on a fait l'amour dans sa chambre et je suis partie après quelques heures. C'était son premier jour de vacances à Fergus, donc il ne s'attendait pas à la revoir tout de suite, mais il est revenu quand même à la parade des pingouins juste pour collecter sa paye et ils sont tombés l'un sur l'autre. Et d'après Fergus, ils étaient ravis de se voir, mais pendant les vacances, lui, il s'est recentré sur sa vie de famille avec Vivienne et les enfants. Et du coup, il s'est dit, moi voilà, je vais retourner au travail et il faudra absolument que je mette fin à cette liaison. Fergus précise aux policiers, cette relation avec Beth, c'est totalement contre mes valeurs. Du coup, McFadden, il est un peu surpris parce que juste après, Fergus, il lui dit que en fait, quand il est retourné au travail, avec Beth, ils se sont inscrits en plus à côté à un cours de secourisme. Du coup, ils ont quand même essayé de passer un maximum de temps ensemble et en même temps, en dehors du fait que Fergus était marié, oui, quand t'es accro à quelqu'un, t'as envie de le voir un maximum. Donc Fergus et Beth ont continué de se voir 2 fois par semaine tout en se disant que ça ne pouvait pas continuer. La plupart du temps c'était chez elle, dit Fergus, parfois c'était dans l'une des voitures ou sur la plage. Et leur relation n'était pas une relation très discrète. On aurait presque dit qu'ils voulaient se faire attraper puisque les collègues de Fergus et de Beth à la parade des pingouins les voyaient souvent ensemble et pire, observaient parfois de la buée se former dans leur voiture. En juillet 1985, donc 2 mois après le début de la liaison, Vivienne dit pour la première fois à son mari qu'il fait un traitement de faveur à Beth. Et Fergus, il dit qu'à ce moment-là, il pensait que Vivienne n'était toujours pas au courant de son aventure extra-conjugale. Quant à sa relation avec Vivienne, Fergus précise « Ma vie sexuelle avec Vivienne était extrêmement calme. Je suis sûre qu'elle avait envie de moi. Moi, je trouvais ça difficile d'avoir envie d'elle et c'était déjà le cas avant. Mais alors, évidemment, quand j'ai rencontré Beth, ça a empiré la situation. » À chaque fois que Beth a quitté l'île, explique Fergus à McFadden, ils se disaient tous les deux qu'ils allaient arrêter la relation, mais à chaque fois, à son retour, ils remettaient ça. Ce fut le cas quand Beth est partie aux Maldives et un peu plus tard, quand elle est partie 6 semaines dans la région de Sydney. Mi-décembre, moins d'1 an avant le meurtre, Vivienne tombe sur Fergus et Beth enlacés dans un enclos.
Fergus dit à McFadden qu'il avait le bras autour de Beth, mais en fait, Beth, elle avait dit à ses amis que Vivienne les avait trouvés en train de s'embrasser. Peut-être que eux n'ont pas vu la scène sous le même angle. Vivienne, du coup, elle a demandé à Fergus de rentrer immédiatement avec elle à la maison et Fergus a dit non. Et Vivienne, du coup, elle l'a pris à part et lui a demandé est-ce que tu as une liaison avec Beth? Et lui, il a répété non, non, on s'entend juste très bien. Ce qui est le plus gros mensonge de l'univers et qui laisse penser que Fergus prenait sa femme pour la dernière des idiotes. Beth, perturbée, a quitté son emploi à la ferme des Cameron et honnêtement, je comprends qu'elle n'ait pas osé faire face à Vivienne et qu'elle ait eu honte de son comportement. Beth a aussi donné un préavis à la parade des pingouins, elle avait visiblement besoin de changer d'air. Et Fergus poursuit son récit. 2 jours avant Noël 1985, des collègues de la parade des pingouins ont fait une fête chez Beth et ce soir-là, Beth et Fergus se sont embrassés, mais Fergus maintient qu'ils n'ont pas couché ensemble. Il est rentré chez lui très tard, il s'est glissé dans le lit à côté de Vivienne en pensant qu'elle dormait, mais Vivienne ne dormait pas. Cette nuit-là, assure Fergus, Vivienne l'a frappé au visage et lui, du coup, il a roulé sur le ventre pendant qu'elle continuait de le frapper dans le dos. Il dit « Elle était en pleurs, elle était bouleversée, elle voulait savoir pourquoi j'étais en retard, je lui ai dit que j'étais à une fête sympa et au bout de 5 minutes, elle a commencé à se calmer. Je l'ai serrée dans mes bras le plus fort possible, elle a continué de pleurer et je me suis endormie. » Aïe aïe aïe. Donc McFadden, à ce moment-là, parce que je vais quand même vous dire ce qu'il pense, il pense quand même qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes, parce que là, Fergus lui a admis qu'il avait une relation avec une femme plus jeune que lui, qu'il employait en plus de ça, et il a l'air de vouloir faire passer sa femme pour une hystérique, une femme violente, dévorée par la jalousie. Et ce n'est pas vraiment l'image que McFadden se fait de Vivienne. Il a peut-être tort, mais Vivienne semblait être une femme assez discrète, banale, avec des lunettes à verre épais, et bref, dans sa tête, ça correspond pas trop à la description qu'en fait Fergus. Après la scène dans l'enclos, Beth a fait des plans pour quitter l'île comme elle avait démissionné de ses 2 boulots. Mais Fergus est retourné la chercher. Il lui a dit écoute, je veux vraiment pas devoir partir. Et elle lui a dit je veux vraiment pas partir. Et du coup, elle a réussi à récupérer son boulot à la parade des pingouins et dans la ferme des Cameron. Alors je sais ce que vous vous dites, comment c'est possible que Vivienne, elle ait supporté ça? Et bien Vivienne, à plusieurs reprises, elle a dit à son mari que c'était pas très raisonnable d'avoir réintégré la jeune femme à la ferme et elle n'a pas arrêté de lui demander s'ils avaient une liaison, ce que Fergus a toujours nié. On tourne un peu en rond. Du coup, Viviane et Beth ont dû, de nouveau, travailler ensemble sur la ferme, notamment pour la tonte des moutons qui a duré plusieurs semaines. Et après le dernier jour de la saison de tonte, tout le monde est allé boire un verre, enfin plusieurs, un peu trop, et en rentrant, Fergus l'assure, Viviane est devenue violente avec lui de nouveau. Elle l'a frappé 5 ou 6 coups au visage, au bras, à la poitrine. Elle lui a dit que Beth était une petite... je ne vais pas dire le mot, mais en anglais, elle a dit que Beth était une little bitch et l'a beaucoup critiquée, comme si elle la haïssait, précise Fergus. Elle était vraiment en colère, elle m'en voulait d'admirer autant Beth, mais elle ne m'accusait pas frontalement d'avoir une liaison avec elle. McFadden demande du coup à Fergus comment il a réagi face au coup et Fergus explique qu'il est resté assis sur une chaise, là où il était sur le porche et qu'en fait, il n'a pas réagi parce qu'il s'est dit qu'elle avait tous les droits de faire ça, vu que lui, il n'arrivait pas à lui fournir de réponse correcte quand elle lui demandait s'il l'a trompée. Ça paraît assez bizarre de ne pas du tout réagir quand on se fait frapper au visage, qu'on n'essaye pas d'attraper les mains de l'autre, enfin juste par réflexe en fait pour se protéger. Mais encore une fois, on n'est pas dans l'intimité des gens. Enfin là, on y est un petit peu quand même. En mai 1986, Fergus et Vivienne ont enfin discuté des problèmes qu'ils rencontraient dans leur mariage et Vivienne a demandé à Fergus d'aller avec elle voir un conseiller conjugal. Ce à quoi Fergus a répondu qu'il ne voyait pas comment ça pourrait les aider. Bon là encore, c'est d'une mauvaise foi. Bref, à ce moment-là, Vivienne a reçu un héritage de 5 000 $ et a demandé à Fergus de quitter son travail à la parade des pingouins pour passer plus de temps avec elle et leurs enfants. Comme la parade, c'est tous les soirs en coucher de soleil. Et Fergus a répondu hors de question. Lui, il voulait continuer à voir Beth.
Il dit: «J'étais arrivé au point où si j'avais des relations sexuelles avec Vivienne, j'avais un énorme sentiment de culpabilité envers Beth. Et même si Vivienne ne disait rien, je savais qu'elle se sentait rejetée et j'essayais de compenser en faisant toutes les choses qu'un mari attentionné ferait, comme essayer de la faire se sentir désirée et aimée dans tous les autres aspects de notre relation. Bon, méfiez-vous si soudainement il prend soin de vous alors qu'il ne veut plus vous toucher.» Voilà. À un moment donné, Vivienne lui a encore une fois demandé s'il avait une liaison avec Bess et elle lui a dit: «S'il te plaît, aide-moi à sauver notre mariage.» Et il lui a répondu: «Ne sois pas stupide.» Bon, McFadden, il écoute Fergus qui visiblement a besoin de parler, mais il a hâte, comme vous, j'imagine, d'en arriver aux dates, aux jours précédant le meurtre et à la journée du meurtre. Le dimanche 21 septembre, Fergus est arrivé chez Beth vers 8 heures du soir, vers 20 heures. Beth était encore à ce moment-là pas trop en forme parce qu'elle avait une infection des sinus. Elle était allée voir le médecin qui l'avait mise sous antibiotiques. Elle n'était pas bien non plus parce qu'elle ne voyait aucun changement dans leur relation et ça, elle lui a dit. Fergus affirme que ce soir-là, donc le dimanche 21, il est resté moins d'une heure sur place et qu'ils ont fait l'amour. Ce qui paraît bizarre à McFadden, parce que s'il est resté moins d'une heure, qu'elle n'était pas bien à la fois mentalement et physiquement, c'est bizarre qu'ils aient fait l'amour. Bon, Fergus est ensuite rentré au domicile conjugal vers 21 heures et il a pris des appels auxquels il a répondu jusqu'à minuit. À 8h30 le lundi matin, il était de retour chez Beth. Il dit au détective que Beth était dans le même mood que la veille et quand il est parti, il lui a promis de l'appeler au déjeuner à l'heure du déjeuner. Et au moment du lunch par téléphone, là, elle était de meilleure humeur, elle semblait mieux et donc elle lui a proposé qu'il se voit le soir même, le lundi soir. Vers 20 heures, Fergus a conduit sa voiture jusqu'à la maison de Beth où elle l'a accueillie au niveau de la porte de derrière. La façon dont il est arrivé avec sa voiture, les phares allumés, là où il s'est garé, ça correspond à peu près au témoignage de Diane, la voisine, à 15 minutes près quand même, puisque Diane est certaine d'avoir vu la voiture à 19h50. Par contre, et ça m'a foutu des frissons, Fergus dit à McFadden que quand Beth l'a accueilli à la porte, il a noté que cette porte n'était pas fermée à clé et il a dit à la jeune femme: «Tu devrais garder cette porte fermée à clé et faire plus attention à ta sécurité.» Pendant sa visite, Fergus s'est assis dans le salon et il a discuté avec Beth de son mariage avec Vivienne. Il dit à McFadden: «On était tous les deux plus optimistes à l'idée d'un divorce. Il n'y avait aucune raison à ce que l'on soit plus optimiste, mais on l'était.» Fergus affirme être parti à 21h05. Ce soir-là, ajoute-t-il, on s'est embrassé, on s'est câliné, mais on n'a pas fait l'amour. McFadden demande à Fergus: «Est-ce que vous pensez qu'elle a fermé la porte à clé?» Et lui répond: «Elle m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture et elle m'a embrassée pour me dire bonne nuit. Donc je suis incapable de vous dire si elle a fermé la porte à clé ou pas, mais je pense que c'est ce qu'elle a dû faire.» Quand il est rentré chez lui, vers 21h20, il a retrouvé sa sœur Marnie avec sa femme Vivienne, puis a été sauvé provisoirement par un coup de téléphone. Marnie est partie après une mini discussion vers 21h40. Après avoir accompagné sa sœur jusqu'à la porte, il est revenu dans le salon, il a attrapé un verre et Vivienne l'a suivi en hurlant: «Où t'étais? Où t'étais?» Et il lui a répondu: «J'étais avec Beth.» Elle m'a ensuite poursuivi avec un verre de vin, ajoute-t-il. Elle criait: «Je savais que t'étais avec cette little bitch.» Et je crois qu'elle m'a cogné avec un verre de vin qui s'est cassé sur le côté de ma tête et a coupé mon oreille gauche. Je lui ai tourné le dos et elle m'a encore frappé 2 ou 3 fois avec le verre cassé. Fergus dit ensuite qu'il est monté dans une chambre en haut de la maison et qu'il s'est assis sur le lit. Effectivement, du sang sera retrouvé sur ce lit-là. Vivienne l'aurait suivi jusque dans la chambre en hurlant, en criant des choses du genre: «Je savais ce qui se passait, j'ai surveillé, je surveillais le nombre d'heures que tu travaillais, j'imagine que tout le monde est au courant», etc. D'après Fergus, l'accès de rage de Vivienne n'a pas duré plus de quelques minutes et après, elle a vu tout le sang et elle a dit: «Mais attends, faut que tu ailles à l'hôpital, je t'emmène à l'hôpital.» Fergus dit ensuite à McFadden que ils se sont fait un câlin en pleurant et qu'il a décidé finalement, oui, de se laisser conduire à l'hôpital. Ils ont quitté leurs enfants qui ne s'étaient pas réveillés pour aller faire soigner Fergus après que Vivienne ait appelé Marnie pour qu'elle vienne garder les enfants. À nouveau, dans la voiture, ils ont une discussion et Fergus précise que la conversation était plutôt calme jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôpital.
Pendant qu'elle tournait la clé pour éteindre le moteur, dit-il, elle s'est tournée vers moi et elle a dit I'm just going to get the little bitch, c'est-à-dire je vais la voir, cette petite bitch. Et Fergus dit à McFadden qu'il n'a pas du tout pris ça au sérieux parce que elle s'était déjà attaquée à lui et que pour lui, bah, c'était bon, elle a fait passer toute sa colère sur lui. Et qu'en plus, à l'hôpital, après, elle avait ajouté Je pensais pas à ce que j'ai dit tout à l'heure. Après avoir reçu des soins, le couple est rentré à la maison. Même si Vivienne voulait qu'il reste à l'hôpital, le docteur et lui n'en voyaient pas l'intérêt, donc ils sont rentrés. Ils arrivent à la maison vers minuit 30 et pendant une heure et demie, ils vont parler de leurs problèmes. Et d'après Fergus, c'est Vivienne qui aurait pris toutes les décisions. Vivienne lui a dit qu'elle quitterait son travail et retournerait vivre à Melbourne chez ses parents pendant qu'il resterait sur l'île avec les garçons. Elle lui laisserait la garde parce qu'il était un excellent père et qu'elle n'était pas vraiment une bonne mère. Fergus précise Je n'étais pas d'accord avec le fait qu'elle ne soit pas une bonne mère et je le lui ai dit. Petite parenthèse, parce que je ne sais pas si je penserai à vous le dire plus tard, mais personne sur l'île pensait qu'elle était une mauvaise mère. Loin de là, elle était toujours présente pour ses enfants. C'est elle qui gérait la maison, comme beaucoup de femmes dans les années 80. Je vais en rester là. Fergus ajoute Elle m'a aidé à préparer un sac avec des affaires et on a parlé de ce à quoi allaient ressembler les prochains jours. Et donc j'ai dit Je vais t'appeler demain matin pour voir comment ça va. Du coup, vous le savez déjà, Vivienne a conduit Fergus chez Marnie. Dans la voiture, ils se sont serrés dans les bras à nouveau et Vivienne est repartie. La suite de l'interrogatoire de Fergus au sujet du lendemain matin, vous connaissez. Il devient vraiment très anxieux quand il apprend que le Toyota Land Cruiser a disparu avec Vivienne et il se dit tout de suite si Vivienne est allée là-bas, Beth a dû entendre le bruit du véhicule et pensant que c'était moi, elle a dû lui ouvrir la porte. Il n'explique pas vraiment pourquoi il a envoyé Donald et Yann au lieu d'y aller lui-même. Il ne l'expliquera jamais parce qu'on ne lui a jamais posé la question et je trouve que ça manque un petit peu à l'enquête. Alors maintenant qu'on a passé en revue l'interrogatoire de Fergus et qu'on est à 36 pages de script, je pense qu'il est temps de parler des preuves, des éléments matériels. On est en 86, donc l'ADN on connaît, mais l'ADN on ne l'exploite pas encore. Sur les affaires criminelles, sur les scènes de crime, en revanche, ce qu'on sait faire, c'est identifier les groupes sanguins. Vous me connaissez, j'adore la biologie, je vais faire très vite et le plus clair possible. En gros, on va pas parler du résus plus-moins que vous avez, on va parler des lettres. Donc, on a sur la paire de chromosomes numéro 9 deux allèles à chaque fois, donc un allèle par chromosome qu'on hérite de chacun de nos parents. Et on peut avoir l'allèle A, B ou O. Ces allèles permettent la formation de récepteurs à la surface de nos globules rouges. En gros, on peut avoir des récepteurs A, des récepteurs B ou pas de récepteurs, d'où le O pour 0. On peut donc avoir 4 groupes sanguins A, B, AB ou O. Une fois qu'on a identifié le groupe sanguin de quelqu'un, la police scientifique va être capable d'identifier des sous-catégories au groupe sanguin. On peut être PGM1 ou PGM2-1 par exemple. En fait, ça dépend d'une enzyme qu'on a dans les globules rouges qui est la phosphoglucomutase. Voilà, bon, on ne va pas aller plus loin que ça. On peut être soit groupe A, B, AB ou O et en parallèle PGM1, PGM2, etc. On va donc reprendre les éléments matériels retrouvés sur la scène de crime et chez les Cameron. Beth est du groupe O, PGM1, et Fergus est aussi O, mais PGM2-1. Les scientifiques n'ont pas le sang de Vivienne pour l'analyser, mais comme elle a accouché de ces deux garçons à l'hôpital, on a déjà son groupe sanguin A. Par contre, on n'a aucune idée de quel sous-groupe PGM elle était. Du sang du groupe sanguin A été retrouvé sur la serviette marron de la salle de bain de Beth, sur le chemin devant la maison de Beth, sur le paquet de cigarettes et la boîte d'allumettes retrouvés dans le véhicule Toyota Land Cruiser et sur la petite serviette qui sert à se nettoyer le visage, retrouvée dans le Toyota Land Cruiser. Tout ça, ça permet quand même de penser que Vivienne était bien sur la scène de crime. Mais on a aussi retrouvé du sang de type A dans la chambre d'amis de la maison des Cameron et dans l'arrière-cuisine où ils mettaient leur linge. Il y a aussi pas mal d'éléments identifiés dans la maison des Cameron comme porteurs de sang de groupe sanguin A, plusieurs pullovers.
et le sang semble avoir coulé en grande quantité. Ça veut dire que Vivienne, si c'est le sang de Vivienne, a beaucoup saigné. Or, elle ne portait aucun de ses vêtements avec du sang quand elle est allée à l'hôpital avec Fergus plus tôt dans la soirée. Ses vêtements n'ont jamais été retrouvés. Du sang de groupe sanguin au type PGM2-1, c'est-à-dire celui de Fergus, a été retrouvé sur 3 éléments: des mouchoirs roses dans la salle de bain des Cameron, le t-shirt bleu qu'il portait quand Vivienne l'a attaqué et un pull au vert. Voilà pour le sang. Alors le seul truc qui me paraît bizarre, vous me direz, dans les commentaires si j'ai raté quelque chose, parce que franchement c'est possible à ce stade. Le truc qui me paraît bizarre, c'est qu'on ait retrouvé beaucoup de sang de Vivienne au domicile des Cameron. D'un autre côté, est-ce que ce ne serait pas le signe que Vivienne soit rentrée pour, bah, je sais pas, peut-être qu'elle n'avait pas prévu de se suicider en fait après le meurtre. Peut-être ça lui est venu après, peut-être que voilà, elle est rentrée et elle a juste pris son sac à main et elle est repartie. Peut-être qu'elle a fouillé dans la panière à linge, enfin je sais pas. Ça expliquerait pourquoi on a retrouvé du sang de groupe sanguin A là. Quand on attaque quelqu'un au couteau, on se blesse aussi en général, on peut glisser du manche à la lame, donc elle s'est probablement coupée avec, ce qui expliquerait les quantités quand même importantes du sang de groupe sanguin A retrouvé chez les Cameron. L'autre hypothèse, c'est que Fergus lui a fait du mal, mais Vivienne n'avait aucune blessure en arrivant à l'hôpital et en plus Fergus, il était chez Marnie. On reste sur les analyses pour l'instant. Les prélèvements vaginaux ont été étudiés. Sous microscope, le médecin légiste a trouvé du sperme à l'intérieur et à l'extérieur de l'échantillon provenant du vagin, en petite quantité. Or, Fergus affirme qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles le 22, mais qu'ils en ont eu le 21 au soir. Ça expliquerait pourquoi on retrouve un peu de sperme dans la cavité vaginale, mais ça n'explique pas pourquoi on en retrouve à l'extérieur. Normalement, ça part à la douche. On n'est plus censé en retrouver plus de 24 heures après. Le lundi 29 septembre, soit 7 jours après le meurtre de Beth, McFadden interroge Michael Lathan. C'est le jeune homme qui était accro à Beth. Et du coup, McFadden ne va pas le convoquer au poste de police, mais il va l'interroger dans le magasin de sport dans lequel il travaille au nord de l'île. Donc Michael dit que oui, leur amitié a commencé à peu près 2 semaines après qu'il ait commencé à travailler à la parade des pingouins et qu'il avait développé une relation très forte avec elle. Et que durant les 6 derniers mois, en fait, ils se voyaient tous les week-ends et tous les jours de la semaine à la parade des pingouins. Michael avait même offert son aide pour marquer les agneaux à la ferme des Cameron pour passer plus de temps avec Beth. Il dit: «Depuis que j'ai rencontré Beth, j'ai passé beaucoup de temps sur McFeast Road et j'y suis allé beaucoup de fois et nous avons, je crois, développé une relation très spéciale». McFadden demande: «C'est quoi cette relation très spéciale? Quelle est la nature de cette relation très spéciale?» Et Michael répond: «Quand je dis qu'on a développé une relation très spéciale, on n'a jamais couché ensemble, on n'a jamais eu de relation sexuelle. J'ai jamais insisté dans ce sens-là puisqu'elle répétait tout le temps qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle avant de s'être mariée et elle était vraiment convaincue de ça». Bon, McFadden, il se dit: «Bah mince quand même, quand on aime, on est un peu bête, on veut pas voir la vérité en face, mais là, on est quand même sur un bon niveau, quoi». Alors il demande au jeune homme: «Mais vous étiez quand même au courant de la relation entre Beth et Fergus?» Et Michael répond: «Bah, il y a à peu près un mois, on était dans ma voiture et elle m'a dit qu'elle voulait me dire quelque chose. Elle m'a dit qu'il y avait un peu plus entre Fergus et elle que de l'amitié et elle voulait que je le sache parce que moi j'étais tellement honnête et qu'elle, elle se serait sentie malhonnête de pas me le dire». Le vendredi suivant, elle voulait à nouveau m'en parler pour me dire qu'en fait, elle ne vivait pas très bien cette relation-là et elle avait décidé de prendre 3 semaines de vacances, 3 semaines off de la parade des pingouins et la ferme des Cameron et je lui ai dit que je trouvais que c'était une bonne idée. McFadden demande: «Qu'est-ce que vous pensiez de cette relation entre Fergus et Beth?» Et Michael dit: elle n'est pas rentrée dans les détails, mais j'imagine que leur relation n'était pas sexuelle, que leur relation n'était pas de nature sexuelle parce qu'elle m'avait dit qu'elle ne croyait pas au sexe avant le mariage. «Quand as-tu vu Beth vivante pour la dernière fois?» demande McFadden. Et Michael répond: «Dimanche matin, vers 11 heures du matin, le 21 septembre. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Là, elle est venue dans mon magasin et semblait plutôt bien. Elle disait qu'elle avait hâte d'être mardi soir puisqu'on allait sortir, on allait traîner à Melbourne. Et quand je dis nous, c'est Beth et son frère Doug et une autre copine. Et voilà, elle est restée au magasin pendant 15 à 20 minutes et elle est partie. Le 25 septembre, vous le savez, Michael fait publier un petit mot pour la mort de Beth.
Il y a un truc bizarre dans cet entretien. Encore un truc bizarre à rajouter à la machine. Michael a dit à McFadden que Beth lui avait parlé de sa relation avec Fergus un mois avant le meurtre, alors que Mary, la meilleure amie de Beth, assure que Beth lui a dit qu'elle avait parlé à Michael de sa relation avec Fergus seulement 4 jours avant le meurtre. Le samedi 20 septembre, Mary, Michael et Beth sont sortis. Et à un moment donné, Michael est parti commander des verres et Mary et Beth en ont profité pour aborder le sujet. Beth a dit qu'elle venait d'annoncer à Michael qu'elle avait une liaison avec Fergus, mais qu'elle avait l'impression qu'il n'avait pas vraiment entendu, qu'il n'avait pas eu l'air de comprendre, puisqu'il n'avait eu aucune réaction. Et Beth a dit à Mary, je vais encore aborder le sujet. Sur le chemin du retour, je vais demander s'il a bien compris ce que je lui avais dit au sujet de cette relation. Les 2 filles ont ensuite cessé de parler parce que Michael est revenu à la table, les bras chargés de verre. Et le 22, quand Beth, quelques heures avant sa mort, est retournée voir Mary, elles ont discuté de Fergus et de Michael, et Beth a dit que oui, ils en avaient reparlé, et que Michael lui avait dit que oui, oui, il avait bien compris ce qu'elle lui avait dit l'autre fois. Le coroner, qui est en charge de mener l'enquête et d'en rendre les conclusions, déclarera que oui, c'est bien Vivienne qui a tué Beth, avant d'aller mettre fin à ses jours au niveau du pont qui relie Phillip Island à San Remo. Malgré les déclarations du coroner, ça n'a pas empêché un tas de gens de s'interroger sur le déroulement des faits et sur la culpabilité de Vivienne Cameron. Ça vient peut-être du fait que les Cameron sont vus plutôt comme un clan assez soudé et que même si dans les années 80, ils n'étaient pas riches comme ils le sont devenus, c'est-à-dire multimillionnaires, eh ben, ils avaient quand même les moyens, ils étaient quand même à des postes de pouvoir. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Fergus s'est remarié en 1993 et maintenant il est notamment à la tête de l'organisation qui gère le tourisme sur l'île. L'année du mariage de Fergus, un livre sur l'affaire est sorti, Phillip Island Murder. Moi du coup j'ai lu, pour pouvoir vous écrire ce script, la nouvelle édition de 2018. Ce livre est écrit par Vicky Petretis, une auteure de True Crime, et Paul Daly, journaliste australien. C'est vraiment ce livre-là qui a permis au grand public d'en savoir plus sur le meurtre et ça a mis un petit doute sur la version officielle des événements. Ça a été tellement mal reçu sur l'île que les librairies déjà de Phillip Island ont refusé de le mettre dans leur rayon et en plus de ça, une semaine avant la publication du livre, Paul Daly, du coup, qui est l'un des deux auteurs, avait écrit un énorme article qui a fait sensation dans toute l'Australie, mais il y a des gens sur Phillip Island qui sont allés enlever ces journaux des présentoirs pour que personne ne puisse les voir. C'était certainement pour protéger les proches de Beth et les Cameron, mais on s'est demandé si c'était pas aussi pour cacher des choses. Alors, il est temps de conclure. Enfin, je vais essayer de faire une conclusion qui a du sens. Reprenons ensemble la théorie principale. La théorie principale, c'est que Vivienne, à 3 heures du matin, seule chez elle, appelle Robin Dixon pour lui dire écoute, viens garder les enfants à la maison, je suis à l'hôpital, on a une urgence. Alors qu'en fait, elle est plutôt à son domicile et en train de mariner dans sa colère ou ruminer, comme disent les psys. Elle prend ensuite la direction de Macfis Road, à l'est de l'île, et réussit à rentrer sans forcer chez Beth. Elle l'attaque alors qu'elle est dans son lit. Peut-être que Beth dormait, peut-être qu'elle ne dormait pas. En tout cas, elle est morte en moins de 5 minutes, les poumons remplis de sang. Vivienne a ensuite tracé un A sur son torse, s'est essuyée sur les bras et les jambes de sa victime, s'est lavé les mains, a fumé une cigarette, est montée dans sa voiture et est partie se jeter du pont. Le problème dans cette théorie, c'est deux choses. D'abord, le sac à main, ça veut dire qu'elle est repassée par la maison. Alors, à la fois, c'est un problème parce qu'on comprendrait pas trop la logique, mais d'un autre côté, est-ce qu'on est vraiment très logique quand on vient de poignarder quelqu'un? Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit repassée par chez elle et qu'ensuite seulement elle ait pris la décision d'aller sauter du pont. Donc pour moi, c'est pas un si gros problème. En plus, comme la maison des Cameron n'a pas été fouillée, enfin, il y a pas beaucoup d'éléments là-dessus, ça se trouve, ça aurait pu être un autre sac à main. Donc, je suis pas vraiment arrêtée sur cette histoire de sac à main. Pour moi, ce n'est pas ça qui remet en cause la version du coroner. La seconde chose qui est un petit peu plus bizarre, c'est qu'on n'ait pas retrouvé le sang de Beth dans le véhicule, dans le Toyota Land Cruiser. Et effectivement, c'est assez bizarre. Ou alors, Vivienne s'est nettoyée et changée,
mais c'est un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas le sang de sa victime dans sa voiture. Troisième élément par rapport à cette version, c'est le problème du pont. Certes, il y a peu de gens qui auraient mis fin à leur jour en sautant du pont, mais d'un autre côté, en hiver, avec le courant, il est possible aussi qu'elle ait sauté, qu'elle soit tombée en hypothermie, puis morte de noyade et qu'on n'ait jamais retrouvé son corps. Pour moi, c'est une vraie possibilité. D'un autre côté, ce qui va vraiment à l'encontre de cette hypothèse, c'est le coup de téléphone. Et pour moi, c'est vraiment ce coup de téléphone qui me pose un problème parce qu'il n'y a pas une seule témoin, elles sont deux. Et c'était forcément Vivienne puisqu'elles ont parlé du patchwork. Et en même temps, c'était forcément le lundi à 10 h puisqu'il y avait un témoin qui n'était là que ce jour-là. D'un autre côté, si Vivienne ne s'est pas suicidée, est-ce qu'elle est partie? Et si elle est partie, pourquoi a-t-elle appelé Glenda Frost? Pourquoi a-t-elle appelé Glenda Frost pour parler de patchwork après avoir tué quelqu'un alors qu'elle est en cavale? Qu'elle essaie de joindre ses enfants, qu'elle essaie de joindre son mari, qu'elle essaie de joindre ses parents, mais qu'elle appelle Glenda Frost pour une histoire de patchwork comme si de rien n'était. En fait, je comprends pas non plus le sens de cet appel. Donc cet appel, c'est une vraie épine dans le pied de l'enquête. J'aimerais penser que Glenda Frost et sa copine Pam se sont trompées sur le jour, parce que sinon, en fait, je n'ai aucune explication rationnelle pour ce coup de téléphone et ça m'embête beaucoup de ne pas avoir d'explication rationnelle pour tout vous dire. Évidemment, ce qui a été longtemps sous-entendu, c'est que ça aurait pu être Fergus, le coupable. C'est-à-dire qu'il aurait pu tuer Beth, puis sa femme, et piéger Vivienne, modifier la scène de crime pour qu'on pense que ce soit en fait Vivienne qui ait tué Beth. Mais il y a plein d'éléments qui viennent contredire ça, plein. Déjà, Fergus, il a passé la nuit chez Marnie et Yann. Et puis, on a quand même retrouvé du sang de groupe sanguin A, comme celui de Vivienne, sur la scène de crime dans la chambre de Beth. Et plus tard, dans les années 90, il y a des tests ADN qui vont confirmer que le sang qui était sur le couteau appartenait bien à Vivienne. Mais ceux qui pensent que Fergus est coupable vont dire que il a trafiqué la scène de crime, que le couteau du meurtre n'est pas le couteau qui a été retrouvé à côté du corps. Et d'ailleurs, l'autrice du livre dont je vous ai parlé, Vicky Petretis, elle se base sur un expert qui dit que quand même les trous des plaies correspondraient peut-être plus à un autre type de couteau avec deux replis près du manche qui peuvent occasionner une double blessure, comme on a vu à certains endroits du corps. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, d'autant que si Fergus a tué Beth puis Vivienne, comment ça se fait que ce soit Fergus qui se soit retrouvé à l'hôpital avec des points de suture quand Vivienne semblait aller bien physiquement à côté de lui? Certains disent, en fait, c'est qu'il a tué Beth chez elle tôt dans la soirée et il a été blessé à ce moment-là. Et le point qui ferait pencher, vers ça, c'est que Beth avait dit à Mary le jour même du meurtre, quand elle était passée la voir, qu'elle avait prévu de dîner avec Fergus et de lui mettre un ultimatum. Et on sait qu'en général, les passages à l'acte de violence, se font surtout au moment de la rupture. Donc effectivement, si elle a dit à Fergus, «C'est fini, on arrête là», eh bien, peut-être qu'il a pété un plomb à ce moment-là et qu'il s'est attaqué à elle. Mais que vient faire la disparition de Vivienne là-dedans après? Est-ce que ça veut dire que Vivienne, elle a cautionné le truc? Ça veut dire qu'elle a appelé quelqu'un à 3 heures du matin pour venir garder les enfants? Ça veut dire qu'elle est allée chez Beth et qu'elle a découvert le corps de la maîtresse de son mari? Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait après, Fergus? Il s'est débarrassé du corps de sa femme en l'achetant du pont? Ou alors ailleurs, sur la ferme familiale? On lit vraiment plein d'hypothèses sur internet. Mais pour moi, c'est, un petit peu trop tiré par les cheveux. Et de toute façon, ça n'expliquerait pas le coup de téléphone à 10 heures du lundi matin. Donc voilà, c'est très, très bizarre cette affaire, un vrai casse-tête. Il y a une autre hypothèse quand même qui me plaisait pas mal, c'est celle de l'ami éconduit, parce que la scène de crime est tellement violente et personnelle en même temps, ça sent la haine, ça sent la personne rejetée peut-être. Et il faut beaucoup de force pour occasionner de telles blessures. Donc à la fois, je pense que Vivienne a pu le faire, oui, une femme en est capable, mais en même temps, un homme aussi en est capable. Mais il y a un problème, même si je trouve cette hypothèse très tentante, c'est déjà, pourquoi on retrouve quand même du sang de Vivienne et son ADN sur le couteau?
Si c'est l'ami et conduit qui a tué Beth, ce n'est pas lui qui a traficoté la scène de crime pour piéger Vivienne. Ça n'aurait aucun sens. Et surtout, ça aurait quand même été un sacré hasard que les 2 événements arrivent en même temps, la même nuit. Beaucoup pensent que si Fergus s'en est sorti, innocenté, c'est que les Cameron l'ont couvert. Mais j'ai du mal à comprendre comment 6 personnes peuvent continuer pendant 30 ans à donner leur version des faits sans changer, sans se tromper. Donc même s'ils n'ont pas été réinterrogés par les enquêteurs, même si l'enquête n'a pas été rouverte, je trouve qu'il faudrait être très fort pour maintenir le mensonge aussi longtemps et je vois pas bien l'intérêt de couvrir Fergus non plus. Dernière chose, il y a peut-être une hypothèse. Viviane n'aurait pas sauté du pont, elle se serait enfuie, peut-être en prenant le bus. Je pense que dans ce cas-là, elle aurait pu quitter l'Australie assez vite parce que l'affaire a fait la une des médias. Mais d'un autre côté, c'est possible de passer incognito si on fait une coloration, si on se coupe les cheveux, si on change de lunettes et de style vestimentaire. Donc, oui, je pense que c'est possible, mais du coup, je ne comprends pas non plus le coup de fil. Et puis, dans le contexte de l'affaire, qu'elle ait mis fin à ses jours me paraît assez logique. Elle avait appelé une ligne d'écoute quelques mois plus tôt. Elle avait vraiment du mal à gérer émotionnellement la relation extra-conjugale de son mari qui n'avouait pas. Donc, je dirais que même si j'ai tendance à douter de tout et que cette affaire-là est particulièrement intéressante pour ça, parce qu'elle nous oblige à douter de tout, je pense que la version officielle est la plus simple et la plus crédible, même si on n'arrive pas à tout expliquer. Même si, comme vous peut-être, j'ai eu presque envie de croire à la culpabilité de Fergus parce que il a été si menteur, si mauvais dans ses comportements avec sa femme, mais ce n'est pas parce qu'on est lâche et menteur qu'on en arrive à tuer quelqu'un non plus. Donc voilà, honnêtement, ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvée face à un tel casse-tête et j'ai dû vraiment croiser les informations pour vous donner les bonnes, les vraies, parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent sur l'affaire. Et même dans le livre, même si je l'ai lu en une journée, eh bien, je trouve le livre a quand même un petit parti pris et je serai moins contestatrice de la version officielle que Vicky Petretis ne l'est dans son livre et quand elle est en interview. Mais d'un autre côté, elle a raison de souligner les choses qui sont bizarres et qui ne collent pas vraiment, mais ça peut aussi être le résultat d'une enquête de police un peu bâclée, vu qu'ils avaient leur hypothèse dans les heures qui ont suivi la mort de Beth, voire même avant, en fait, dès que Donald et Yann ont poussé la porte du commissariat. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette affaire vous a, comment dire, emporté. Moi, c'était vraiment le cas. J'espère que vous n'allez pas faire de cauchemars. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles affaires de disparition.